Alors, on me demande comment on fait pour investir, qu'est-ce que c'est les investissements que j'utilise au quotidien et comment ça se passe, qu'est-ce que c'est qu'un ETF et tout ça. Donc on va essayer de voir un petit peu ça ensemble. Alors tout d'abord, moi je suis pas conseiller financier, sinon vous me donnerez de l'argent directement pour avoir ce genre de vidéo. C'est pas le cas. Donc il faut savoir que vous faites ce que vous voulez, c'est votre argent, c'est vous qui en êtes responsable. Moi, je vous donne pas de conseils, j'explique juste ce que je fais, comment je le fais et pourquoi je le fais. Maintenant, c'est à vous de tirer vos propres conclusions. Donc maintenant que ça c'est fait, on va voir ce que c'est donc un ETF. Donc tout le monde connaît les sociétés cotées en bourse, donc il va y en avoir plein, que ce soit en France, aux États-Unis ou ailleurs. L'avantage des ETF, c'est qu'en fait, ce sont des paniers d'actions, si je puis dire. C'est-à-dire qu'il va y avoir des indices qui vont être repères, comme par exemple, on va parler souvent du Nasdaq 100 en l'occurrence, du SP 500. Donc en fait, c'est quoi Nasdaq, SP ce sont des organismes qui vont noter, des organismes de notation, qui vont évaluer des notes des entreprises et qui vont estimer, même à des pays, et qui vont faire des classements. Au même titre qu'on parle du CAC 40, ce sont les 40 plus grosses capitalisations en France. Mais on va plutôt se concentrer sur les autres marchés que le français aujourd'hui. Le Nasdaq 100, donc, il va regrouper les 100 plus grosses entreprises de la tech américaine. Donc par exemple, on peut voir là, donc j'ai sélectionné un ETF, l'Amundi Core Nasdaq 100 Swap ACC. Donc on va voir à quoi ça correspond. Donc des ETF qui vont répliquer le Nasdaq, parce que le Nasdaq c'est un indice. Donc le Nasdaq 100, ils vont dire voilà, les 100 plus grosses entreprises de tech américaines, c'est celle-ci. Ensuite, il va y avoir des boîtes comme Amundi qui vont dire ok, bah nous on va faire un panier, on va vous vendre un panier, donc on appelle ça un tracker ou un ETF. On va vous vendre un panier qui va regrouper toutes les entreprises qui sont dans le Nasdaq 100. Donc comment est-ce qu'ils font ça? Eux, ils vont simplement acheter les actions et ensuite ils vont mettre à disposition des fractions, des actions en gros. Donc là, on a ici un code ISIN qui est en fait la plaque d'immatriculation de l'ETF. C'est celui-là qui vous permet de le retrouver après sur votre courtier. Donc Amundi Core, là on regarde, donc on peut voir ça c'est la courbe qu'il a fait sur un an. Donc on voit que ça s'est pas mal cassé la tronche début d'année en 2025 et que c'est remonté tranquillement et que arrivé au mois d'octobre, ça avait effacé la perte qu'il avait subie depuis le mois de février. Principalement par rapport aux annonces de Trump et compagnie, mais quelles que soient les raisons, de toute façon, ça fait ça. De toute façon, ça monte, ça descend, mais globalement, ça monte. Et c'est ça qui nous intéresse. Parce qu'il faut vraiment pas se dire on envoie des ronds là-dedans et puis de toute façon l'année prochaine je vends tout et je serai riche. C'est pas du tout l'idée. Si on prend l'exemple tous les ans, même plusieurs fois par an, il y a des moments où d'un point de vue absolu, on perd de l'argent. Puisque si on achète, voilà, celui qui avait acheté ici en mercredi février 19 en 2025, voilà, il avait acheté là à 93 euros sa part. Il se retrouvait pendant tout le mois d'avril avec un truc qui avait perdu 46%, quoi. Donc là, il est en pourcentage, il n'est pas du tout en truc. Donc s'il avait acheté par là à 85 euros, il se retrouvait un truc qui valait 64 euros en avril. Donc ça picote psychologiquement. Mais si c'est de l'argent, si on sait pourquoi on l'a mis là et on sait ce qu'il a à faire ici cet argent, et ben on s'inquiète pas et on attend. Et puis après, au bout d'un moment, là en l'occurrence, une fois qu'on est arrivé au mois d'octobre, donc voilà, longtemps après quand même, 6 mois après, on est arrivé au niveau auquel on avait acheté. Vous allez me dire, ouais, l'objectif c'est pas d'abord au niveau auquel on l'a acheté. C'est pour ça que l'objectif c'est de viser long terme. Parce que si vous voyez, même quand c'était bas, là si on prend 2023, il y a eu un pic à 53 euros. Avant il était à 57, donc celui qui achète à 57 et qui le voit à 53, il peut se dire oula, ça a pas mal baissé, ça picote un peu. Ensuite 3 mois après ça remonte, mais si on regarde des années après, c'est anecdotique. Et le point le plus bas du crack du début d'année, c'est encore plus haut que ce qu'il y avait avant 2024 en fait.
Donc au bout de 2 ans, normalement, il y a très peu de fluctuations négatives. Dans leur petite fiche conseil sur chaque ETF, ils disent qu'il faut. De toute façon, c'est des investissements qui sont censés être basés sur 5 ans. En dessous de 5 ans, il ne faut pas s'attendre à gagner de l'argent. Mais après, voilà, c'est ce qu'ils annoncent. Donc si on reprend ce petit ETF, un Nasdaq 100, qu'est-ce qu'il y a dedans? Donc une fois qu'on ouvre la petite fiche, on se rend compte qu'il est composé de quoi? Il va avoir pour 9% Nvidia. Nvidia, c'est les cartes graphiques et tout ça. Pas mal en hype en ce moment avec les IA. Apple, ok, on connaît. Microsoft, ok, on connaît. Donc là, on est aux alentours de 8 et 7%. Amazon, on connaît. Donc ça, c'est à peu près 5%. Tesla, on connaît, c'est 4%. Meta, donc ça, c'est Facebook. Là, on arrive en dessous de 4%. Donc là, on commence à avoir pas mal de trucs. Alphabet, c'est Google. Broadcom, ils font des semi-conducteurs, donc pareil pour les ordinateurs, les IA et tout ça, c'est pas mal. Palantir, c'est de la tech, c'est de la donnée, c'est de l'information. Donc ça, c'est voilà. Et si on prend juste tous ces gros-là, ils représentent la moitié de la capitalisation du panier. C'est-à-dire que sur les 100 plus grosses boîtes, celles-ci qu'on vient de voir, il y en a 9 ou 10, il y a deux fois, il y a deux trucs de Google, donc bon, ça change pas. Ça représente la moitié. Donc c'est quand même ultra concentré, mais quand même, si Nvidia perd 20%, vous ne perdez pas 20% de votre capitalisation. Vous perdrez, l'indice perdra la part de Nvidia à hauteur de 20%. Donc l'indice entier tombera pas. En fait, vous perdrez que 5%. Mais pas, vous perdrez que 0,5%, puisqu'il n'est représenté qu'à 10%. Mais donc c'est pour ça qu'en fait c'est vachement dilué. Et c'est là où on arrive dans l'intérêt d'utiliser des ETF. Beaucoup de personnes, un peu à l'ancienne on va dire, achètent des entreprises directement. Donc ils vont dire, bah tiens, moi je vais acheter Nvidia. Ça s'entend, ça peut être très pertinent. C'est très pertinent d'ailleurs souvent. Mais si vous voulez avoir quelque chose de diversifié, et le maître mot là-dessus, quand on cherche quelque chose de simple, de facile, sans trop se prendre la tête, on va essayer de se diversifier au maximum, mais en gardant quand même une certaine rentabilité. C'est exactement le principe des ETF, et notamment celui du Nasdaq ou du SP500. On va être dilué là avec une centaine d'entreprises. La moitié de la valorisation, on a vu, c'est une dizaine d'entreprises. Donc en gros, à chaque fois que vous mettez 100 balles dans le Nasdaq 100, vous allez avoir 50 euros qui vont être directement redistribués pour être impactés au niveau de ces 10 entreprises-là. Donc ça permet vraiment de diluer le risque. Dans le sens où, si vous vouliez acheter, j'ai calculé rapidement, j'ai regardé les cours actuels à peu près, de Nvidia, Apple, Microsoft, Amazon et Tesla, juste cela, on arriverait à 1600 euros. Nvidia, c'est à peu près 185 euros la part, Apple, c'est à peu près 250, Microsoft, c'est à peu près 475, Amazon, c'est à peu près 240, Tesla, c'est à peu près 440. Donc, si vous voulez acheter une part de chacune de ces entreprises, et vous les auriez du coup, là, on n'en a vu que 5. Donc, pour ces 5 entreprises-là, une part chacune, ça ferait 1600 euros. Et là, c'est plus du tout le même impact. Parce que s'il y en a une qui chute, si on y a Microsoft qui perd 50%, c'est 200 balles direct sur votre fonds qui est cramé. Donc c'est assez prohibitif. Alors que là, l'impact il est vraiment moins. C'est ce qui fait aussi que ça peut un peu traîner, que ça ne va pas avoir forcément la croissance espérée par certains. C'est toujours pareil, c'est toujours qu'est-ce qui va être risqué et qu'est-ce qui va avoir de la croissance. Après, la notion de risque, elle est relative aussi par rapport à la volatilité. Il y a souvent une confusion entre risque et volatilité. La volatilité, c'est le fait que le cours il monte et il descend. Voilà, des fois, il y a des échanges de balles. S'il y a Microsoft qui prend un marché, ben, Apple il va peut-être baisser un peu. Donc voilà, donc c'est l'avantage aussi d'être dans des fonds comme ça. Souvent, les gros, ils sont représentés de la même façon sur les indices. Vous allez avoir Mastercard, des trucs comme ça. C'est pareil. Donc là, vous allez avoir de la volatilité, ça va monter, ça va descendre. Il va y avoir une annonce à droite, à gauche, une guerre ici et là, une usine ici et là qui va bouger. Ça va avoir de l'impact. Mais sur le long terme, d'un point de vue global, ça monte. Pourquoi? Parce que là, on a en fait les 100 meilleurs chevaux des États-Unis, en fait, tout simplement. C'est eux qui vont pousser l'économie à fond. Et si on part du principe que, en moyenne, ces 100 plus grosses entreprises américaines sont toutes baissières
pendant plus de 5 ans, je pense qu'on a d'autres soucis au quotidien que, que la gestion de notre patrimoine pour la retraite. Voilà, c'était la petite parenthèse. Euh, donc, maintenant, il y a deux catégories d'actions. Donc là, on a vu ça. Donc on a vu qu'il y avait cet ETF du Nasdaq 1, qui a représenté donc, principalement ces 10 boîtes-là. Il y a deux grosses catégories, à mon sens. Il va y avoir ceux avec marqué ACC et ceux avec marqué DIST. La différence, c'est que les ACC, ils sont ce qu'on appelle accumulatifs. Ça veut dire que lorsque les boîtes qui sont là ont tendance, des fois, à verser des dividendes. Ça veut dire qu'en fin d'année, les gens qui investissent dans les sociétés, ils peuvent toucher des dividendes. Hein, ils font un vote, ils disent bah voilà, est-ce qu'on reverse, est-ce qu'on reverse pas, et combien on reverse. Donc il y a des boîtes. Les ETF s'encombrent pas trop de ça, dans le sens où voilà, si les boîtes elles versent, si elles versent pas, elles versent pas. Et si elles versent, et que c'est un ETF qui est accumulatif, donc ACC, ça veut dire qu'ils vont se servir des dividendes pour racheter des parts. Donc ça va mécaniquement gonfler la valeur de la part. Ce ne sera pas probant parce que c'est pas toutes les entreprises qui versent des dividendes et souvent c'est pas énorme les dividendes qu'elles versent. Mais voilà, ce sera reversé dans le fond, donc vous ne recevrez pas d'argent. C'est ça la nuance importante, d'un point de vue fiscal surtout. Vous ne recevrez pas l'argent des dividendes versés par la boîte. Par contre, la valeur de, de, vos parts, elle, aura pris de la valeur. Ça aura gonflé sa valeur. Si c'est un ETF distributif, donc DIST, ça veut dire que pendant les périodes où les boîtes versent des dividendes, ils vont calculer pour chaque part quels sont les dividendes attribués et vous allez gagner quelques centimes par part ou quelques euros par part en fonction du montant, du nombre que vous avez de parts de l'ETF. La différence, c'est qu'à la fin de l'année, vous devrez déclarer aux impôts tous vos revenus. Et donc, si vous avez des ETF distributifs et qui vous ont versé 10 balles, 100 balles, 1000 balles de dividendes ou j'en sais rien, et ben vous devrez payer des impôts là-dessus. Par rapport à la flat tax, 30%, enfin 31, 31,4, je sais pas quoi. Donc ça, c'est important de savoir. Parce que si votre objectif, c'est le long terme, pour préparer votre retraite ou un truc comme ça, c'est intéressant de privilégier, à mon sens, l'accumulatif. Parce que si vous voulez privilégier, si vous avez une stratégie avec du distributif et que vous utilisez et que vous réinjectez au quotidien de l'argent dans votre portefeuille, vous allez en fait payer des impôts sur ce que vous touchez pour ensuite le remettre dedans. Donc en fait, votre capacité de levier elle va être amputée de 30% direct. Donc le fait que ce soit accumulatif, vous n'êtes pas amputé, ça monte tout seul, on n'y touche pas, et le jour où vous changez de stratégie, parce que l'objectif, en mon sens, si c'est un plan retraite, il faut changer de stratégie, donc partir sur quelque chose de accumulatif, comme ça on n'est pas amputé sur la performance, et ensuite, à terme, au moment où on veut prendre la retraite, là on bascule, c'est là qu'on vend et pas avant, c'est là qu'on vend et qu'on achète du distributif. Comme ça, là, ça commence à verser des dividendes et là, ça devient un complément de retraite. Et là, on paye 30 ou 31 ou d'ici là, sans doute 35 ou 40 parce que de toute façon, ça ne s'arrête jamais de monter. C'est comme la bourse d'ailleurs. Et c'est là où ça devient intéressant. Donc ça, c'est pour une autre étape. Donc voilà, les deux types d'ETF, accumulatif et distributif. Donc, privilégier l'accumulatif, en mon sens, si c'est pour un projet long terme. Ensuite, comment est-ce qu'on fait Comment est-ce qu'on fait pour avoir un ETF? Donc on a vu, l'ETF il est sélectionné, il est là, ça représente ça, donc celui-là il nous plaît, comment on fait? Donc on va sur son courtier. Donc Mojis de Giro, on cherche l'ETF, donc là il est là. C'est le même code que celui que je vous ai sorti tout à l'heure. Là on voit que la part elle est à 88 €. Donc ça veut dire qu'on a vu qu'il y avait 9% qui était impacté sur Nvidia. Donc c'est-à-dire que là, quand on met 90 € dessus, on va avoir 8 € qui va être directement exposé à Nvidia. Donc on est bien sur un accumulatif. Et donc là, on peut cliquer sur acheter.
Une fois qu'on est là, il nous demande combien on en veut. On peut mettre au cours limité, limite, combien on en veut, tout ça, tout ça. Alors, une fois que vous validez l'ordre, vous l'avez. Euh, L'avantage de Giro, pourquoi moi j'utilise, il se retrouve là. Ça veut dire que là, vous allez avoir que mon solde, en fait j'ai un solde qui est négatif. J'ai un solde qui est négatif. Parce que l'avantage de Giro, c'est que en fait, plus on investit, donc là j'ai un total de 2200 € investis, ça fait un an à peu près, un an exactement que j'ai investi là-dessus. Donc je mets pas beaucoup, mais ça me permet de tranquillement commencer à créer quelque chose. Et 2200 € c'est le total que j'ai versé, mais on peut voir que le portefeuille il fait 2400 €. Parce que il y a ce qu'on appelle un effet de levier, il y a un genre de crédit. En fait, simplement, c'est un crédit. On peut emprunter au courtier, donc à De Giro, euh, une part de la valeur du portefeuille. En gros, il considère 70% du portefeuille, je crois. Donc, si on a 2000 € dessus, il considère qu'on peut emprunter 2400 balles. Euh, L'avantage, le taux, il est un peu, bon, si on les anticipe, on leur envoie on peut leur dire qu'on compte en faire un emprunt, comme ça, et les taux sont un peu plus intéressants. Mais de base, en 2 clics, voilà, moi j'ai craqué, j'ai acheté des parts, au lieu d'en prendre 2, j'en ai pris 5. Ça m'a fait une ligne en négatif, mais c'est pas bien grave, parce que de base, le taux il est entre 5 et 6% par an. Donc moi je vais payer là-dessus entre 5 et 6% par an de commission à De Giro pour qu'ils puissent pour valider mon crédit. Donc sur un ETF qui rapporte 12% par an, en moyenne, on n'est pas, c'est pas grave quoi, on va dire. Il y avait un petit point d'entrée, je me suis dit allez j'achète, j'ai vu un peu au-dessus. On va dire je me pose pas la question plus que ça, c'est pas un gros effet de levier, là il y a 200 balles. Mais là où c'est intéressant, c'est que ça permet de pouvoir accéder à son patrimoine. Contrairement à un PEA ou à quelque chose comme ça, on peut avoir directement accès à son argent en 2 clics. Un problème sur une voiture, ou n'en sait rien, une voiture à racheter, des frais, des trucs. Ça peut être n'importe quoi, vous n'avez pas besoin de liquider vos positions. Vous les hypothéquez en fait, vous les mettez en collatéral et vous récupérez jusqu'à 70 ou 75% du patrimoine. Donc oui, ça a un coût, comme n'importe quel crédit, mais vous le faites en 2 clics. Vous n'avez pas besoin d'aller à la banque, bonjour, je voudrais un crédit, ouais, envoyez-nous vos 3 fiches de salaire, machin. Voilà. Et comment il se protège? Tout simplement parce que votre portefeuille est en collatéral. Donc si jamais, parce qu'il y a plusieurs trucs, si vous vous endettez au maximum, donc sur les 1500 € que je pourrais emprunter, si j'étais à moins de 1500 € et que demain le cours de mon portefeuille, la valeur de mon portefeuille chute de 30%, bah, du coup ils vont me dire hey Coco t'es gentil mais maintenant t'as dépassé le seuil. Donc renvoie des sous. Et si j'ai pas de sous à renvoyer, et bah, tout simplement ils vont vendre des positions. Ils vont liquider mes positions pour rembourser et ramener mon portefeuille, ramener mon emprunt dans une zone qui ne sera pas critique, dans une zone qui sera tolérée. Donc ça, bien sûr, c'est à éviter parce que si la valeur du portefeuille baisse, ça veut dire que les cours ont chuté et ça veut dire que vendre les positions, c'est clairement pas ça qu'il faut faire. Dans la majorité des cas, quand les positions baissent, c'est pas à ce moment-là qu'il faut les baisser, il faut les vendre. Donc voilà, c'est vraiment le truc à éviter. Donc pour ça, il faut se protéger sans prendre le crédit au maximum, vraiment garder ça en fond d'urgence. Et voilà, ça c'est l'intérêt numéro 1. L'intérêt numéro 2, c'est les frais. Quand on est dans la sélection principale d'ETF chez De Giro, et il y en a énormément, il y a les principaux, euh, ils prennent que 1 € par transaction. Voilà, c'est les seuls frais, 1 €. Donc vous achetez 5 parts du Nasdaq 100, 90 balles, 450 €. 450 €, vous avez 1 € de frais. Donc quand vous ouvrez la ligne, je crois, qu'ils prennent 2 €, et après à chaque fois que vous rachetez, ils prennent 1 €. Ça veut dire que vous avez quelque chose qui s'amortit, mais très très vite. C'est pas des frais en pourcentage. Voilà, vous ouvrez une nouvelle ligne. Donc là, on va voir sur mon portefeuille qu'il y a 5 lignes. Donc à chaque fois, j'ai dû payer 2 €. Et ensuite, à chaque fois que j'ai fait un achat, j'ai dû payer 1 €. Donc grosso modo, je faisais un achat à une période 2 par mois. Mais il y a un autre avantage aussi. Donc là, j'ai dû payer au total 15 balles, 15 balles
de frais au total. Pour un portefeuille qui est déjà en plus-value de 150 euros. Donc c'est pas sur un an. Donc c'est pas probant, mais il faut ramener ça au fait que le marché a été un peu volatile cette année et que de toute façon c'est pour du long terme. Donc même là il aurait pu avoir moins 150 euros, ça ne m'aurait pas posé problème. Voilà, c'est l'autre truc. Euh, les frais, il y a aussi un autre avantage. Quand vous avez un lien de parrainage, vous en avez un sous cette vidéo, vous avez, moi à l'époque, c'était quelque chose comme 30 euros offerts de frais pour le premier mois ou les 2 premiers mois, ou un truc comme ça. Je crois que ça change des fois, donc je ne vais pas vous dire de bêtises. Mais en utilisant le lien, vous aurez une remise sur les frais. Et ça veut dire que dès le début, j'ai sélectionné les lignes qui m'intéressaient. J'ai acheté les différentes lignes, quels que soient les frais, parce que de toute façon, pendant un mois ou 2 mois, les frais étaient remboursés. Jusqu'à 30 euros ou jusqu'à 50 euros, je sais plus. Donc au moins, je me suis dit, c'est ouvert, c'est fait. Et puis après, voilà, j'ai acheté même une part à droite, une part à gauche, le TF, le SP500, le MCI World, et du coup, il y avait, voilà, j'ai fait un peu de muse. Maintenant, je fais une transaction par mois et ça va très bien. Donc, pour les ETF les plus intéressants, selon moi, donc on a vu le Nasdaq 100, donc les 100 plus grosses boîtes de la tech américaine. Il va y avoir l'Eurostock 50. Euh, Ça, ce sont les 50 plus grosses entreprises européennes. Vous allez retrouver dedans LVMH, par exemple, Nestlé, tout comme ça. Euh, voilà, les 50 plus grosses européennes. Vous allez avoir le SP500. Donc le SP500, ça fait un peu redondant avec le Nasdaq 100, parce que le SP500, ce sont les 500 plus grosses entreprises américaines. Donc on va retrouver dedans les 100 du Nasdaq, mais on va en trouver d'autres. Donc ça va être en général un indice qui va être moins volatile, parce que les performances sont lissées les unes par rapport aux autres. Euh, donc ça va monter un peu moins fort, mais ça va baisser un peu moins fort. Mais ça va monter, ça va faire son petit chemin tranquillement quand même. Et le HSBC MCI World, donc là c'est un, donc, tout à l'heure on voyait c'était Amundi qui vendait le panier. Là le panier il est vendu par HSBC, mais bon, c'est exactement pareil. En dessous on en a un qui est vendu par Vanguard. Donc HSBC MCI World, ça ce sont les 100, les 1000 plus grosses entreprises mondiales. Donc vous allez retrouver forcément les 50 de l'Eurostock, forcément les 100 du Nasdaq et forcément les 500 du, du SP500. Donc il y a encore de la redondance à ce niveau-là, mais une fois de plus, ça lisse un peu plus que par rapport à simplement le Nasdaq ou le SP500. Et vous allez avoir encore un SP500 de chez Vanguard. Alors pourquoi? Tout simplement parce que quand je lui dit ouais, je voulais les lignes qui m'intéressent, tout ça, j'ai ouvert cette ligne-là, j'en ai acheté quelques-uns. Ça, c'est un qui est distributif. Voilà, c'est un qui va me verser 1 euro par-ci par-là. C'est pas. À la base, je me suis planté, tout simplement. J'ai acheté le MCI World, il est distributif aussi. Mais c'est pas des grosses parts et c'est marrant. Et puis de toute façon, euh, même quitte à payer des impôts dessus, moi j'ai une partie de mes revenus qui sont soumis en dividende de toute façon. Donc c'est pas non plus une grosse erreur stratégique de faire ça. Et ça m'amuse de voir des dividendes qui tombent, même si c'est rien du tout. Donc voilà. Après, vous faites ce que vous voulez. Moi, je fais ce que je veux. Je fais ça parce que ça m'amuse. Même si la stratégie efficiente, c'est quelque chose d'accumulatif. Sauf si vous avez vos revenus qui sont déjà impactés par la flat tax parce que vous touchez déjà des dividendes d'une autre façon. Donc à partir de là, ça ne changera pas grand-chose. Voilà. Donc ça, c'est pour le petit aparté sur ce qui est distributif et accumulatif. Autre point intéressant, comment on achète? Bah voilà, ok, ça me coûte 2 euros d'ouvrir la ligne, 1 euro d'acheter, bah j'achète. Je mets 15 000. Non, non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Pourquoi? Il y a des points hauts, il y a des points bas. Les ETF, comme les indices boursiers, ils vont monter, ils vont descendre. Si on prend sur 3 mois, voilà, sur 3 mois, là, l'ETF du Nasdaq 100, il a fait ça. Il est monté, il a descendu. Si vous achetez à un moment, si vous êtes là-haut, vous allez le payer 91 euros. Et si on prend sur l'année, 91 euros, c'est clairement une valeur qui est un petit peu haute, quoi. Vous allez l'acheter au plus cher. Donc ça veut dire que pendant 6 mois, vous allez l'avoir acheté
au pire moment. Donc vous allez le payer beaucoup trop cher. Et si vous mettez tous vos sous dessus, eh ben, vous allez payer beaucoup trop cher et vous allez mettre 2 ans ou 3 ans à avoir un niveau, à revenir à un niveau d'équilibre, à un niveau moyen. Si vous l'achetez à un point bas, là c'est ce qu'on appelle un point d'entrée, bah, c'est jackpot. Mais on ne sait jamais quand le point est bas ou quand en fait c'est un faux haut. Voilà, parce que là il était haut, là il est un peu plus bas, mais il est quand même haut. On ne sait pas trop. Donc la technique la plus communément adoptée dans ce secteur-là, c'est ce qu'on appelle la DCA. Euh, Dollar cost averaging ou un truc comme ça. C'est en gros c'est pour lisser le coût. Ça veut dire que si vous achetez tous les mois pour la même somme votre ETF, et ben d'un point de vue statistique, le prix moyen d'achat, ce sera la valeur moyenne de la part d'ETF sur l'année. Donc ce sera une année pas à blanc, mais ce sera presque une année à blanc d'un point de vue valorisation. Mais au moins, vous limitez le risque d'achat trop cher, mais vous limitez aussi le risque d'achat pas assez cher. Donc ce que vous pouvez faire, c'est essayer un peu d'apprécier le marché, de voir bah là, oh, ça fait 3-4 mois qu'il fait que grimper, j'achète, mais c'est tout. Et là, ça fait 3-4 mois qu'il fait que descendre. Je pense qu'il va finir par remonter. Donc là, je préfère acheter un peu plus, quitte à pas trop acheter le mois prochain ou en fin d'année. Faites aussi par rapport à votre portefeuille, à votre budget. Donc, plus vous allez acheter de façon régulière et plus votre prix va être lissé par rapport à la période. Donc ça, c'est un point qui est important à prendre en compte. Si vous mettez 15 000 d'un coup et que le marché il prend 20% dans la tronche, il va peut-être pas remonter là où il était au moment où vous avez acheté. Donc peut-être que pendant 1 an, 2 ans, vous n'allez pas revoir la couleur de votre argent. Alors que si vous achetez, si vous mettez 1000 tous les mois, ou 1100 tous les mois, vous allez avoir quelque chose qui va être, voilà, le mois d'après, ben, vous aurez peut-être perdu 200 euros par rapport à, ça aura pris 20% en moins, vous aurez perdu 200 euros par rapport à votre investissement d'avant. Donc votre total, il se sera déjà presque lissé au mois d'après, si ça remonte un petit peu, ou un truc comme ça. Donc c'est voilà, c'est justement anti-spéculatif de pratiquer la DCA. C'est vraiment pour ceux qui ont une optique de long terme et de chercher la retraite ou un truc comme ça. Après, il y a d'autres stratégies à adopter en bourse, même avec les ETF. Vous pouvez sélectionner des entreprises, faire du stock picking, des trucs comme ça. Mais voilà, pour une première approche, déjà se contenter de choisir des ETF qui nous intéressent avec les entreprises qui nous intéressent dedans. Il y a plein d'ETF qui parlent de plein de choses différentes. Il y en a qui sont spécialisés dans la robotique, il y en a qui sont spécialisés dans les matières premières. Voilà, si vous avez une petite fibre sur quelque chose, ça peut être intéressant de l'exploiter aussi. Euh, voilà. Donc moi j'attire votre attention sur cela, principalement le Nasdaq 100. Moi je pense que cette année je vais faire que ça, je vais faire que renforcer le Nasdaq. Comme ça, voilà, comme ça on sera pas mal. Alors, et comme je vous ai dit, sous la vidéo vous allez avoir un lien pour vous inscrire sur DeGiro. Donc c'est gratuit comme courtier, il y a juste des frais voilà, de 1 euro par transaction et ouverture des lignes à 2 euros et ces frais vous sont remboursés en utilisant par le lien. En vous inscrivant par le lien. Alors, dites-moi, vous, quelles sont votre méthode d'investissement? Quels sont vos objectifs? Parce que les méthodes dépendent des objectifs. Comment vous faites? Quels sont vos courtiers? Quels sont vos courtiers? Si vous en avez plusieurs. Ou quel est votre courtier? Et pourquoi vous utilisez cela? Merci.